Le socle des gamins talentueux, ils sont plus vite, entre guillemets, bien entraînés. Ça veut dire qu'ils sont vite dans un... Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Voilà, ça, c'est encore un autre débat. Vous avez parlé justement du côté justement l'endurance mentale. Est-ce que de cette époque-là à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution au côté mental justement, à l'approche, à la considération, parce que c'est quelque chose qui n'était pas très considéré? Bien sûr, à l'époque, l'éducateur ou l'entraîneur, il faisait tout, il s'occupait de tout. Donc dans éducateur, il y a éducation, donc forcément il y a une relation avec l'équipe, mais d'abord avec l'individu, avec l'homme, avec le jeune, avec l'enfant. Donc ça c'est un rôle finalement qui est extrêmement important. Connaître l'homme avant de connaître le joueur, rentrer en relation avec lui, rentrer en éducation avec lui, l'accompagner dans son chemin de vie. Tout ça, c'est aussi de la préparation mentale. Aujourd'hui, il y a le préparateur mental. Aujourd'hui, il y a des psychologues du sport. Aujourd'hui, il y a des préparateurs physiques, il y a le staff, l'entourage du potentiel talent, il s'est développé d'une manière extraordinaire, peut-être même trop des fois. Et puis des fois, l'entraîneur dans ce staff, il a peut-être de la peine à trouver réellement sa place, ou peut-être que lui, il se focalise peut-être un peu trop que sur le football et pas assez sur la relation. Aujourd'hui, l'entraîneur, l'éducateur, il doit gérer tout ça. Il doit gérer non seulement son équipe, ses jeunes, le développement de ces jeunes, mais il doit aussi être dans un système complexe de gens qui entourent le potentiel talent pour le développer. Aujourd'hui, il doit y avoir une ouverture sur la manière de comment je dois collaborer avec mon staff pour qu'on puisse offrir le meilleur appui, le meilleur soutien avec le jeune que j'ai tous les jours à l'entraînement. Ça n'implique pas aussi l'entourage justement dans le développement de ce jeune, justement, des jeunes aujourd'hui, où il y a l'aspect mental qu'il faut tenir compte, il y a aussi l'environnement social. Bien sûr, il y a le rôle des parents aussi. Le rôle des parents, qu'est-ce qui est mis en place justement? Les parents doivent être partenaires. Donc ça, je dirais que c'est plus les clubs et les responsables des clubs qui doivent mettre en place une organisation, une ouverture. Après, à eux de savoir s'ils veulent véritablement ouvrir ou si à un moment donné, ils ouvrent de moins en moins parce qu'ils partent du principe que c'est de leur responsabilité et que les parents font partie du processus, mais d'une manière où ils accompagnent le jeune. Ils ne rentrent plus dans les critères où ils se permettent d'évaluer le travail des entraîneurs, d'évaluer leurs enfants, etc. À un moment donné, il y a cette harmonie que tu dois trouver dans le club pour que le jeune il sache que ça c'est mes parents. Donc quand je suis à la maison, c'est eux qui ont ma responsabilité. Et puis quand je suis au club, bien évidemment, ils ont toujours la responsabilité, mais au niveau sportif, c'est le club qui l'a, c'est l'entraîneur, c'est la structure. Et ça, c'est pour ça que les réunions d'avant-saison avec les parents pour tous les clubs, que ce soit football de base ou bien que ce soit football d'élite, c'est extrêmement important d'expliquer la manière dont va être organisée la saison et puis quel rôle doivent avoir tous les partenaires qui sont autour de l'enfant, de la différence entre le football amateur et le football élite. C'est les structures. Forcément, un club du football de base, il aura peut-être de la difficulté à engager, parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent, un éducateur. Peut-être qu'il y aura des gens qui viendront donner un coup de main bénévolement pour le bon fonctionnement des équipes. Les contraintes, elles sont différentes. Et l'organisation, elle est différente. Après, dans une structure de football d'élite, si on a la responsabilité de cette organisation-là, on est tenu à avoir un fonctionnement et une organisation qui est demandée
fondée et qui est orientée par l'Association suisse du football, parce que cette association-là, elle donne des indemnités de formation pour justement des subventions, mettre en place, engager des entraîneurs professionnels à partir des moins de 16 ans si vous êtes dans un centre de performance, un préparateur physique, une structure pédagogique pour justement le suivi du jeune, un sport-études. Voilà, il y a toute une organisation qui se met en place pour justement accompagner le développement du jeune, pas seulement dans le foot, mais dans sa vie en général et puis en tant qu'homme. Est-ce que Foot Eco, c'est juste avant le sport-études dont nous avons parlé au début, à l'époque où vous étiez responsable technique au Servette, où il y avait justement eu le premier centre de formation? Alors là, c'était la structure Canal+, qui venait du football français, qui comprenait pas très bien comment nous on était organisés et puis qui a accéléré le processus, parce qu'à l'époque, il y avait pas toutes ces orientations et ces structures demandées par l'ASF. Donc c'était au bon vouloir des clubs, avec toujours la responsabilité d'avoir les diplômes pour entraîner à tel et tel niveau, etc. L'organisation des championnats du football d'élite des jeunes qui était ordonné par l'ASF, mais il n'y avait pas encore les labels de formation. Et puis petit à petit, il y a eu les labels de formation qui se sont mis en place, les centres de performance qui se sont mis en place, avec toujours l'envie de faire progresser et puis d'orienter les clubs à professionnaliser, je dirais, la structure de formation pour le développement du talent dans les clubs de football d'élite. Pour développer, améliorer, et puis je pense que c'est pas un hasard si l'équipe de Suisse, in fine, l'équipe nationale a réussi ces 20 dernières années à faire finalement un parcours extraordinaire par rapport à la petitesse du pays. Ouais, qualifié depuis 2004, je crois, à toutes les compétitions, grandes compétitions. Et ça, cette réflexion, elle date de Roy Hodgson, quand il a qualifié la Suisse pour aller aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Avec l'argent que l'association avait reçu, il avait dit mais il faut qu'on développe les équipes nationales juniors, il faut engager des entraîneurs professionnels, il faut mettre en place une structure, il faut développer ça aussi au sein des clubs, même si déjà les clubs par eux-mêmes travaillaient bien, mais pas tous. Donc il y a eu cette volonté d'organiser le mieux possible et puis d'exiger une orientation par l'intermédiaire des subventions pour que le football d'élite en Suisse soit le mieux organisé possible pour pouvoir développer le mieux possible ses potentiels talents. Quelles sont les difficultés plutôt, les difficultés confrontées justement dans votre mise en place de ce Foot Eco? Ce qui pour moi est fondamental, c'est qu'on doit faire passer le message que c'est un long cheminement. Parce que souvent, quand on commence en FE12 à dire ben voilà, vous êtes dans une structure qui va vous amener vers le football d'élite. Les parents, ils pensent qu'ils ont le petit Messi à la maison et puis que finalement, logiquement, il va atteindre le football professionnel. Non, c'est des étapes. C'est des étapes qu'il faut gentiment, longuement franchir, petit à petit. Et puis c'est un chemin qui est pas facile. Et puis c'est un chemin qui est long. Donc la patience, l'évaluation à long terme, on prend 3 ans pour évaluer le potentiel du gamin. On tient compte de son développement biologique. Est-ce qu'il est tardif? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est accéléré? Vous avez des différences biologiques qui sont monstrueuses dans la même année de naissance. Il peut y avoir presque 50 différences d'âge biologique entre la même année de naissance. Ça veut dire que vous avez un FE13 qui fait 1m30, 30 kg, et puis dans la même année de naissance, vous avez un FE13 qui fait 1m80, 70 kg. Donc forcément, alors qu'il a le même âge, alors que les deux ont du potentiel, mais pas forcément le même à l'instant T. Et puis l'idée, c'est justement d'amener de manière
méthodologique les entraîneurs à justement tenir compte de ces différences en faisant ce qu'on appelle du biobanding, d'entraînement de biobanding, où tout d'un coup, il y a un groupe de joueurs qui sont en maturité tardive, ils s'entraînent ensemble, et puis l'autre groupe, dans le même entraînement, on fait deux groupes, on fait les mêmes choses, pas forcément peut-être les mêmes objectifs, mais voilà. On essaye aussi dans les sélections de partenariat FE13, FE14 de dire on fait match mélangé, on fait match, une fois c'est les DBT, développement biologique tardif, ensemble, et puis les DBA avancés ou normaux ensemble, et puis ils vont jouer des matchs de sélection à égalité de niveau biologique. On essaye de croiser un maximum les regards pour qu'au niveau des évaluations, on soit le plus juste possible. Et puis, depuis maintenant quelques années, il y a un projet pour les équipes nationales. Donc on a ralenti le processus des équipes nationales en moins de 15. Et c'est aussi des cellules comme les 14. Vous avez 7 cellules en FE14, vous en avez plus que 3 en M15. Tout le premier tour, ces 3 cellules vont réduire pour que, in fine, au deuxième tour, on fasse 2 équipes nationales moins de 15, c'est-à-dire une qu'on appelle DBT et puis une qu'on appelle normale pour faire quelques matchs au deuxième tour internationaux. Et puis vous avez le même processus après en M16 où là on dit on fait une équipe qu'on appelle Take Your Time, prends ton temps, donc une équipe de DBT, développement tardif, et puis une équipe nationale A normale, donc 2 équipes pour garder le maximum de gamins sélectionnables. Et puis, à partir des 17 ans, là, on commence à réduire parce que les pics de croissance, ils sont arrivés pour tout le monde. On voit un petit peu où les jeunes en sont. Et puis là, c'est la deuxième étape où on rentre véritablement dans la compétition et dans les équipes nationales qui vont faire les phases qualificatives pour les championnats d'Europe. Justement, pour faire une transition par rapport à vos années en tant qu'éducateur, quels étaient vos critères ? Les critères, ils ont toujours été les mêmes. Déjà, qu'une des qualités dont j'ai parlé avant, technique, intelligence de jeu, personnalité, vitesse, ressortent plus qu'une autre, et qu'elle soit vraiment une force, et puis que les autres qualités, elles soient bonnes. Vous ne trouverez jamais un joueur qui a le maximum sur tous les critères d'évaluation qu'on utilise. Par contre, lors du processus, on va pouvoir évaluer étape par étape les progrès dans tous les secteurs pour former, accompagner, orienter le jeune dans sa progression. Donc les critères, ils sont finalement toujours les mêmes. D'accord ? Avec la technologie en plus. Aujourd'hui, vous avez la vidéo. Tous les matchs à partir des M15, en tout cas M16, sont filmés dans les partenariats. Donc ça veut dire que le sélectionneur suisse, il peut voir tous les matchs de sa catégorie. D'accord ? Donc il y a des rassemblements qui sont régulièrement faits. Par exemple à Genève, comme c'est un petit canton, même déjà au niveau Foot-Éco, Servette, Carouge, ACGF, Mérin se rassemblent en FE13 2 fois par mois. Se rassemblent 2 fois par mois, tous les gamins, tous les entraîneurs au même endroit pour faire des comparaisons, pour voir comment évoluent les jeunes. Il y a un progrès formidable dans la détection du potentiel dans toutes les régions. C'est la même chose au canton de Vaud, Alors c'est la même chose au canton de Vaud, différent parce que le canton est beaucoup plus grand. Donc on utilise les vacances scolaires pour justement faire des rassemblements, mais il y en a un peu moins que dans une organisation qui est beaucoup plus facile à Genève, par exemple. Dans le Valais, vous avez le Haut-Valais, vous avez le Valais central, puis vous avez le Bas-Valais. Donc c'est des étirés, Valais de Conches au Valais où on parle le suisse allemand, et puis Chablais qui est annexé quasi au canton de Vaud. C'est une distance incroyable et c'est aussi des mentalités différentes. Donc c'est des autres logiques de fonctionnement, mais le processus de détection, le processus
d'organisation est le même. Il est nationalisé. C'est ça qui est formidable. Il est fédéral. Il est fédéral. Il est fédéral. Il y en a 13 de partenariats qui divisent la Suisse et tous les partenariats sont organisés de la même manière. Et nous, justement, on est tenus, pas de contrôler, mais d'appuyer, de soutenir, de voir un peu réellement ce qui se fait dans les régions. Et puis si tout d'un coup, il y a une petite difficulté, d'amener ses compétences pour essayer de faire progresser l'organisation pour que à la fin, eh bien, le jeune ait le maximum de possibilités. Si tu veux, Foot-Eco, c'est offrir la possibilité à un potentiel talent où qu'il habite en Suisse, de pouvoir, si c'est sa volonté, d'aller dans une équipe où il y a des joueurs qui ont son niveau pour progresser le mieux possible et puis aller vers le football d'élite. Et puis, si possible, à un moment donné, avoir des perspectives professionnelles. Où qu'il habite en Suisse. Et puis, les villes ou les cantons qui sont frontaliers aux autres pays, où on a souvent, même ici à Genève, des enfants qui viennent de la France voisine, qui sont ici en Alors là aussi, il y a une réflexion de l'association. L'association, elle ne met pas en place une organisation pour qu'un joueur de la France voisine, il en bénéficie, et puis après il joue pour un autre pays. Donc le processus, à un moment donné, aussi au niveau sport-études, parce qu'il y a des questions d'impôts, il faut que les parents, au moins des deux parents, soient dans le canton pour que le gamin bénéficie de la structure sport-études, etc. Puis après, quand il rentre dans le processus Foot-Eco et puis présélection suisse, est-ce qu'il est suisse ou est-ce qu'on peut le naturaliser s'il n'est pas suisse? Ou est-ce qu'il veut être naturalisé pour aller dans cet accompagnement-là? Il y a aussi, à un moment donné, ce critère qui rentre en ligne de compte, bien évidemment. Quand vous êtes confronté à ça, comment vous faites? Mais rien n'empêche que Servette, par exemple, prenne un Français, prenne un joueur étranger qui n'est pas sélectionnable, mais qui est dans le centre de performance, dans le centre de performance. Rien n'empêche un club de le faire. Bon, ils ont toujours la possibilité. Mais il y a des lois qui sont très strictes, mais c'est des lois européennes et c'est des lois mondiales, la FIFA. On ne peut pas prendre un gamin d'Amérique du Sud à 15 ans et puis le mettre dans une structure, dans un club partenariat. Donc il y a des réglementations internationales, parce qu'il y a eu à l'époque beaucoup trop d'abus, etc., pour justement préserver l'enfant ou l'adolescent sur justement ces problèmes qu'il y a eu auparavant. Et comment l'ASF, initiatrice de ce projet de Foot-Eco, comment mesure-t-elle l'impact justement sur le territoire fédéral? Ça fait 12 ans maintenant que le projet existe. Tous les joueurs qui sont en équipe nationale ont à un moment donné fait Foot-Eco, de l'âge. Qui ont démarré, moins de 21. Mis à part Duro, comme je vous ai entendu dire une fois dans une interview à la RTS, il y a Duro, Johan, qui était parti un peu plus avant, mais par contre, Sanderos, il n'y avait pas encore les centres de formation. Il y avait les centres de formation, mais il n'y avait pas les labels de formation, il n'y avait pas l'orientation et les subventions de l'ASF pour justement organiser le football d'élite. Si je reprends l'exemple, Philippe Senderos, il était avec nous à Servette dans la structure qu'on avait mis en place, sport-études. Johan, que j'ai eu ici à Carouge, il avait 15 ans, il était en première équipe. Très rapidement a été en équipe suisse. Les deux étaient en équipe suisse. Philippe a décidé de faire sa formation à Servette, jouer en première équipe, et par la suite partir à l'étranger. Et puis Johan, il a été détecté très vite par Arsenal via les équipes suisses. Il a été faire des stages pour voir s'il avait le potentiel. Mais à l'époque, c'était Arsène Wenger qui décidait de ça. Donc il est parti à 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans. Et puis ça ne lui a pas empêché de faire la carrière qu'il a faite. Mais les deux ont eu une trajectoire différente. Aujourd'hui, c'est différent.
Aujourd'hui, tous les clubs proposent, enfin tous les partenariats proposent une structure de formation efficiente pour accompagner le potentiel jusqu'au monde professionnel. Via aussi, forcément, les équipes suisses qui offrent aussi la possibilité pour les plus talentueux d'avoir des expériences internationales par les matchs, par les championnats d'Europe, par même les championnats du monde. Aujourd'hui, on sait que le chemin pour réussir une carrière, pour aller en équipe nationale A et puis pour aller à l'étranger, on sait que le chemin, c'est se former, c'est faire quelques matchs, une saison, 2 saisons avec une première équipe en Super League et puis après faire le saut pour aller à l'étranger. Même si, encore aujourd'hui, il y a quand même des jeunes qui décident de partir avant ce cursus-là. Mais la majorité n'y arrive pas. Donc reviennent en Suisse, essayent de jouer dans un club suisse ou disparaissent. Faut pas partir trop tôt. Donc le chemin le plus logique, en tout cas pour la majorité, c'est celui-ci. Quels sont les meilleurs volets que vous avez eus en tant qu'éducateur? T'en as fait partie. C'est des volets, les volets 81, 82, ça fait vieux, hein. 83, il y avait des super joueurs. Mais après, il y a toujours 3, 4 ans, des bonnes volées. Celle qui vous a le plus marqué? Comme joueur. Comme coach, comme éducateur? Dans ma fonction d'éducateur. C'est clair que toute la période qu'on a faite, où on a été champion suisse avec Servette en moins de 17, en moins de 19 champion suisse. Après, on est rentré dans l'organisation où ça démarrait, où les moins de 21 rentraient en première ligue directement, les 4 premiers clubs suisses sur la base des résultats moins de 17, moins de 19 rentraient direct en première ligue, sinon les autres moins de 21 jouaient en dessous. Ces années-là, ça a été des années exceptionnelles pour moi en tant qu'éducateur. Vous avez perdu quelque chose à cette époque? Oui, l'éducateur, c'est du 24 heures sur 24. C'est comme l'entraîneur d'une première équipe. Il est sans arrêt dans son cheminement. Mais là, c'était précurseur pour Servette de justement, avec l'Institut Florimond, de faire un internat, d'organiser, parce qu'il n'y avait pas encore la relation sport-études avec l'État comme il y a aujourd'hui. Donc il fallait aller prendre son ballon de pèlerin, aller à l'école de commerce, aller rendre visite le directeur, faire des demandes pour vous libérer, pour aller aux entraînements spécifiques le matin, pour trouver toute une organisation, les bus qui vous amenaient à l'école, qui venaient vous chercher à l'entraînement, les repas, toute cette organisation de dingue qu'on a mis en place, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, c'est organisé différemment, mais ça s'est professionnalisé. Quand je te parle de cette époque, je faisais tout. Je faisais le chauffeur, je faisais le préparateur physique, je faisais l'entraîneur, je faisais l'éducateur, je faisais le papa, je faisais tout. Mais à un moment donné, il y avait ses limites. Et aujourd'hui, si on prend la structure de Servette aujourd'hui, il y a 5 préparateurs physiques pour la formation, il y a un assistant, il y a un entraîneur, il y a une structure psychologique. Après, j'ai amené Xavier Blanc, avec qui j'avais travaillé ici. Voilà, petit à petit, mais il faut savoir aussi qu'il y a eu une évolution logique et extraordinaire. C'est pas pour autant que ça a permis à cette époque, avec les moyens qu'on avait, de pousser un maximum de jeunes vers le monde professionnel. Donc ça veut dire qu'on faisait bien les choses. Mais aujourd'hui, les structures, elles se sont développées d'une manière incroyable. Il y a une différence de talent aujourd'hui, entre avant et aujourd'hui? On a gagné du temps pour je dirais, le socle des gamins talentueux. Ils sont plus vite, entre guillemets, bien entraînés. Ça veut dire qu'ils sont vite dans un... Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà, ça, c'est encore un autre débat. Mais ça veut dire qu'ils ont la possibilité de s'entraîner 3 fois. Pouteco, FO12, c'est 3 entraînements plus le match. Donc, ça veut dire que les gamins, ils ont 11 ans et ils rentrent dans un processus de préformation et c'est l'âge d'or. Donc, forcément, ils vont acquérir des habilités techniques plus rapidement.
rapidement, des habilités technico-tactiques cognitives plus rapidement. Ils auront un suivi aussi, bien évidemment, de toutes ces structures que j'ai expliquées. Donc on accélère le processus. Et le niveau, même si les gamins ils vont pas dans le football d'élite, le niveau des inters, le niveau régional, forcément, il s'améliore. Et c'est aussi, quand on regarde un petit peu la coupe. Avant, c'était dur pour qu'une équipe tape une première division suisse, etc. Et maintenant, il y a des surprises. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont fait un cursus de formation, qui n'ont pas forcément réussi à aller au plus haut niveau, mais qui jouent à un bon niveau en 3e division, en 4e division. Et puis ces divisions, elles ont progressé parce que la formation en général en Suisse a progressé. Et c'est ce qui s'est passé bien avant en France. Mais des meilleurs éducateurs? L'exigence de la formation. Donc pour entraîner dans ces étapes de formation, il faut avoir des diplômes. Donc il faut passer ces diplômes. Donc il y a aussi l'exigence des diplômes que l'ASF, dans le cadre de la formation des entraîneurs, a tenu compte aussi. Donc tout ça, c'est une réflexion, c'est un développement, c'est améliorer tous les paramètres du football en Suisse pour avoir les meilleurs résultats possibles du niveau, je dirais, général, mais surtout du niveau de l'élite. 3 situations mémorables que vous pourrez partager. C'est ce que j'ai vécu à Carouge, jeune entraîneur, j'avais 33 ans, j'avais jamais entraîné professionnellement. Je me suis retrouvé débarqué ici avec une équipe magnifique. Puis la première année, on finit champion suisse de Ligue B et puis on monte en Liga. C'était vraiment des émotions extrêmement fortes avec les joueurs, avec le club, avec les gens qui ont vécu un peu cette période-là. Donc ça, c'était vraiment un moment qui m'a extrêmement marqué et puis qui finalement m'a donné le turbo pour aller faire la carrière que j'ai faite, que ce soit entraîneur ou que ce soit responsable technique ou éducateur. C'est finalement ce déclenchement-là qui a fait que j'ai choisi d'arrêter d'enseigner et puis de faire que du foot ma profession. Ça, c'était vraiment une étape extrêmement importante. Après, il y a eu l'étape Servette avec Michel Richard, où tu faisais partie donc des stagiaires, où là, c'était une aventure exceptionnelle parce que de rien, on a mis en place une structure sport-études avec internat et je pense qu'elle a été performante et elle a eu des très bons résultats parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ont réussi à faire le saut professionnel. Donc ça, c'était aussi une période que j'ai énormément appréciée. Et puis après, c'était mes fonctions de responsable technique, soit à Servette, soit à Team Vaud, qui ont fait que là, tu dois avoir la vision globale de l'organisation, des structures, des infrastructures d'un centre de formation ou d'un centre de performance, avec tout ce que cela comporte, les parents, les entraîneurs, le lien entre les entraîneurs, toute la planification, la responsabilité finalement de ce processus-là, le monde des agents qui viennent vite perturber ou en tout cas déstabiliser le fonctionnement interne d'un club. Tu dois gérer aussi ça. Toutes ces responsabilités-là, c'était aussi un job qui était vraiment intéressant et une phase importante de ma carrière finalement.